Alors, nous y voici. Nous sommes en live. Et nous allons pouvoir commencer cette table ronde dont le titre est « Écriture et représentation des identités queer invisibilisées ». Moi, je suis la modératrice. Je m'appelle Delphine Desusclades. Je suis directrice éditoriale d'IBI Édition, vice-présidente d'Event Yaoi et traductrice de manga yaoi chez BuzzLove IDP. Je vais inviter mes camarades à se présenter un petit peu également, ainsi que leur œuvre, de façon plus détaillée évidemment que ce que j'ai fait moi, parce que c'est vous, les stars. Et je pense qu'on peut commencer. Alors, en général, je fais par ordre alphabétique, mais je vais peut-être changer pour cette fois, et je vais commencer par l'inverse, parce que c'est toujours les mêmes en premier sinon. Donc, je vais demander à Mélanie Fazi de bien vouloir Ah, commencer. oui, bonjour. Donc, je m'appelle Mélanie Fazi, je suis écrivaine et traductrice. Je publie depuis à peu près une vingtaine d'années. Au départ, j'exerçais plutôt dans la fiction et la fiction fantastique en particulier. J'ai surtout publié des nouvelles. Et il y a eu un moment donné où, sans l'avoir vraiment décidé, je suis passée à des textes qui sont plutôt de la non-fiction et directement des témoignages. Et j'ai publié un livre qui parle en gros d'une quête d'identité autour du spectre de la sexualité, de l'aromantisme, on va dire en schématisant un peu. Voilà, je ne sais pas trop ce que je peux développer de plus. Oh, mais je pense que c'est correct et qu'on va Voilà. pouvoir en parler un petit peu plus précisément dans la suite de toute façon. On peut passer à Lati. C'est moi. Donc, bonjour ou rebonjour tout le monde. Moi, c'est Lati. Ça fait un certain temps que j'écris, mais j'en suis seulement à ma deuxième publication avec Kibi en plus. Donc, pour la deuxième fois, je vais présenter ma nouvelle Les bijoux d'Ima, qui va sortir dans le recueil qu'on sort justement à l'occasion de la e-book Faux Semblant. Un personnage gender fluide en fait. Et c'est tout, voilà, globalement. De ça dont je vais parler, même si j'écris et je fais beaucoup de choses, c'est pour cette œuvre-là, cette nouvelle-là qu'on m'a demandé. Ok. Alors j'espère que ça ne lag pas trop, parce que j'espère que tout le monde a entendu la fin de la phrase de Lati. N'hésitez pas à nous dire s'il y a un petit Ça souci. saccadait un petit peu de mon côté, oui. Oui, c'est ça. Ok. N'hésitez pas à nous dire à un moment donné s'il y a un petit souci technique. Hein, on s'adaptera bien sûr, hein, mais il faut qu'on le sache. On peut passer à Kelsey pour la présentation suivante. Ouais, bonjour, moi c'est Kelsey. J'ai réalisé en 2018 Les Lèvres gercées en tant que film de fin d'études, qui se concentrait autour du manque de communication intrafamiliale pour une jeune personne transgenre. Et maintenant, actuellement, je suis en train de développer une série autour de personnages non binaires et transgenres racisés. Un portrait croisé qui va se dérouler en 8 fois 26 minutes et on est en pleine écriture avec la personne avec qui j'ai déjà fait mon court-métrage. Et voilà. Sinon, en parallèle, je tiens aussi le collectif Décolonisons l'animation. On essaye de redonner un peu la parole aux personnes concernées, donc les personnes racisées dans le milieu de l'animation pour se raconter par elles-mêmes et reprendre un peu la parole sur leur propre vécu et leurs propres histoires. Voilà, en gros. Ah, super, merci beaucoup. Je pense qu'on peut passer à Bruno. Et ben, ouais, moi c'est Bruno, Pham des éditions, Akata. C'est vrai que, je suis pas écrivain moi-même ou ni artiste quoi, donc c'est vrai que ça m'a un peu surpris d'être là. Mais c'est vrai qu'on publie des ouvrages, qui essayent de mettre en avant une diversité, de personnages et notamment, je pense que des ouvrages comme Éclat d'âme par exemple, où il y a un large spectre de personnages, qui est représenté et puis, par exemple, Aromantic Love Story aussi, on a une héroïne, aromantique et asexuelle. Voilà, donc on essaye aussi, on a des personnages gays et lesbiens, bon c'est plus classique, mais aussi des personnages bisexuels, et qui, pour le coup, sont de facto des personnages japonais.
parce que les histoires se passent au Japon, parce que c'est des auteurs de manga. Et voilà, après on a d'autres choses à venir, dans les mois et années qui viennent, voilà, pour exprimer plein d'autres choses, d'un point de vue historique, d'un point de vue aussi dans des univers de science-fiction ou ce genre de choses et avec plein de choses. Mais bon, voilà. Ok, merci beaucoup. Alors moi, je vais entamer avec ma première grande question. En soi, justement, hein, ça touche aussi bien à la publication qu'à la représentation artistique directe. Vous avez tous publié des choses ou représenté des choses euh, sur des entités queer qui sont souvent invisibilisées. Est-ce que vous aviez des objectifs particuliers à ce sujet au niveau de la représentation donc, de ces identités? Je sais pas, peut-être je vais passer dans l'ordre, toujours dans l'ordre inverse alphabétique et je vais commencer par Mélanie. Ah, c'est moi qui commence à chaque fois. En fait, moi, c'est un peu particulier de répondre à ça puisque j'ai eu un parcours en 2 temps. Et ce qu'il faut savoir, c'est que quand j'écrivais de la fiction, je connaissais pas ma propre identité. J'ai eu un parcours de quête d'identité très compliqué. Et disons que pendant toute ma vie, jusqu'à l'âge de 40 ans, étant quelqu'un disons qui ne comprend pas la pulsion de couple, je suis quelqu'un qui fonctionne seul. Et je n'ai jamais bien compris pourquoi les autres cherchent à être en couple. Et ça a été très très mal compris pendant toute ma vie. On a traité ça comme un blocage à résoudre. Donc, au moment où j'écris la fiction, je ne sais pas encore qu'il existe d'autres personnes comme moi. Et j'ai pas du tout cette idée de représentation en tête. Donc, en fait, je n'ai traité ce sujet de manière consciente que dans cet essai que j'ai publié, qui s'appelle Nous qui n'existons pas. Et je dirais que le projet, à ce moment-là, c'est au moment où je découvre que non seulement je ne suis pas anormale et qu'il y a d'autres personnes comme moi, mais on ne m'a jamais dit qu'il y a d'autres personnes comme moi, je n'ai jamais rien lu sur le sujet. Je découvre d'un seul coup qu'il y a une sorte de malentendu en fait autour du sujet et j'ai voulu écrire quelque part pour dissiper un peu ce malentendu et pour expliquer aux gens qui n'avaient pas compris de quoi je leur parlais quand je disais je ne veux pas être en couple et qu'on me répondait mais t'as pas trouvé la bonne façon d'être en couple. En gros, c'est ok, on fait table rase, je reprends tout depuis le début et je vous explique de quoi il s'agit réellement. Et c'était aussi un peu l'idée d'une bouteille à la mer, c'est-à-dire si moi j'ai cru jusqu'à l'âge de 40 ans que j'étais seule, il y a d'autres personnes qui sont dans mon cas de figure. Et ce qu'il faut juste préciser, c'est qu'au départ, mon premier écrit sur le sujet a été un billet de blog qui a eu un grand retentissement. Et j'ai écrit un livre pour prolonger ce billet. Donc c'est quelque chose qui s'est fait de manière très instinctive, presque du jour au lendemain. Mais dans ma fiction, j'avais pas du tout cette question de représentation puisque je ne savais pas encore qui j'étais ou ce que j'étais à l'époque. En effet. Lati, je pense que vous allez avoir des expériences peut-être parfois communes, etc. et pouvoir raconter des choses. Effectivement, je pense qu'on a beaucoup cette réalisation à un moment donné. Donc, je pense que Lati, à toi, tu vas pouvoir nous parler de ça aussi, je pense. Bah, oui, en effet, justement, j'ai un parcours plus ou moins similaire à Mélanie, mais sur d'autres aspects. Moi, c'est surtout sur la question du genre. Pendant très très longtemps, en fait, je me suis interrogée sur la place du genre. Pourquoi je suis entre guillemets née fille. Pourquoi moi qui suis née avec ce corps, on me demande de faire certaines choses. Pourquoi mes frères et mes cousins, on ne leur demande pas de faire les choses qu'à moi on me demande. Pourquoi moi je suis mise sur le côté parce que je suis une fille. Donc à la base, c'était une réflexion sur le genre, sur où est sa place, où ça se situe et pourquoi elle est collée comme ça, qui en fait a pas dévié, mais qui s'est prolongée sur une très longue réflexion sur l'androgynie en fait quand j'étais plus jeune et que j'écrivais, je mettais très souvent en scène des personnages androgynes. J'avais cette espèce d'obsession pour le genre et je mets des guillemets à ces expressions, pour l'entre-deux. Vraiment, ça me travaillait vraiment parce que je découvre, là j'ai 24 ans et j'ai découvert il y a quoi, 2-3 ans seulement que il y avait cette identité qu'on appelait donc les gender fluides et ce qui me représentait le plus. Donc, j'étais vraiment dans une démarche de recherche à propos de sans savoir que ça existait, que ça avait déjà été traité et un peu qu'il y avait personne dans ma situation. Mais dans le cas de la nouvelle Les Bijoux Zima, on est plus dans un processus de normalisation. On raconte l'histoire d'un personnage qui est gender fluide, mais on ne raconte pas son parcours en tant que personne gender fluide. Le but, c'est vraiment en fait d'en faire un personnage
entre guillemets standard, qui voilà, qui est gender fluid, mais c'est pas ça qu'on va poser au centre de l'intrigue parce que bah il y a un moment où, enfin, on sont très bien, mais là c'était vraiment pas ma démarche. Le but c'était aussi de montrer que c'est normal et que ça peut être accepté, peut créer un modèle de société où en fait ça peut passer et entre guillemets bien se passer, que ce soit enfin, il y a d'autres personnages qui interrogent, mais sans que ce soit constamment interrogé par tout le monde et que le personnage soit obligé de se justifier à chaque fois. Alors que bah, justement, le cas des personnes, bah, notamment gender fluide, il y a tout le temps une espèce de justification constante où il faut tout le temps parler, tout le temps renseigner. J'ai envie de passer cette étape en fait et de se retrouver dans un univers où il n'y a plus besoin en fait de justifier son existence constamment. Voilà. Je pense que Kelsey, c'est à toi. Ouais, bah, du coup, moi, je me retrouve pas mal aussi dans ce que vous avez dit, à l'instant parce que, enfin, je pense que ma démarche, quand j'ai commencé à essayer de vouloir, représenter des personnes, trans, non binaires, et racisées, c'est que je me disais que jusqu'à présent, la parole avait toujours été donnée, en fait, à des personnes, pas concernées pour, parler de nous, sous forme de fantasmes au final, enfin il y avait toujours, la limite, de ce qui avait déjà été représenté d'une forme de misérabilisme ou de sensationnalisme, par rapport à nos vécus, où je me suis dit que c'était, très, très important de pouvoir, soi-même, raconter, nos expériences de l'intérieur et on se rend compte que justement, en faisant ça, on a beaucoup d'obstacles pour pouvoir se représenter soi-même en dehors de quelque chose de ce qu'on attend, de ce qui a toujours été fait et par exemple pour, les lèvres gercées, je me rappelle que nos intervenants s'attendaient à ce qu'on voit, notre personnage, revenir chez elle, habillée du jour au lendemain avec des vêtements féminins, alors que jusqu'à présent, du coup, elle était, plutôt, enfin, elle était plutôt, habillée de façon, relativement neutre et du coup, les personnes autour, s'attendaient à ce qu'il y ait quelque chose de spectaculaire et cetera, à ce sujet et moi, j'avais vraiment insisté pour que, du coup, on puisse, avoir, un vécu de l'intérieur et une représentation par, les mots, par, ce que le personnage disait, d'elle-même, plutôt que par ce qu'on attendait et du coup, voilà, je pense que c'est ça qui a marqué un peu, bah, ma démarche, et qui continue d'être pour moi, en tout cas, actuellement, avec mon projet de série. Parce que j'ai envie que mes personnages puissent se raconter par eux-mêmes sans qu'il y ait toutes les attentes, forcément, de dysphorie, par rapport au corps et cetera, qui soient mises en avant et qu'on se concentre plus sur, bah, leur humanité et que quitte à ce qu'il y ait des choses à dénoncer, en fait, j'ai envie que ça se passe par rapport à justement ce que l'État doit changer au niveau, administratif et cetera, pour accompagner mieux les personnes trans et pas, genre, histoire de donner, aux spectatrices, quelque chose de voilà, de l'ordre du sensationnel et cetera, qui font qu'on est juste des objets, de spectacle, en fait et je pense que voilà, ça c'est le gros de ma démarche en tout cas, qui a fait que je suis arrivé vers là. Bruno, je pense que toi, c'est plutôt sur ta relation avec tes autoristes finalement. Ouais, ouais, bah, après, les autres enfin les mangaka qu'on publie, en général, c'est toujours des mangaka qui ont, déjà fait des œuvres et on achète des droits, donc on est peu dans l'échange, de la création avec eux. Après, en tant qu'éditeur, ce qui est certain, bah, il y a tou on a toujours eu la volonté de faire, des ouvrages qui peuvent aider les gens et je dis souvent, qui peuvent sauver des vies et puis moi, j'ai eu un gros déclic, hein, c'est quand il y a eu toutes les manifestations, de la Manif pour tous, en France, j'ai été horrifié, quoi. J'y croyais pas du tout et là, ça voilà, là, enfin, c'était évident qu'il fallait faire des choses, qui avaient, voilà, parce qu'il fallait donner un autre discours,
que ce qu'on voyait dans les médias, c'est pas possible, quoi. On peut pas laisser, la parole, à tous ces propos de haine, qui avaient pignon sur rue dans tous les médias et on invitait tous ces gens-là à parler, et à dire des horreurs et alors qu'ils maîtrisent pas les sujets, qu'ils comprennent pas et voilà, donc on a eu la chance que dans ce timing-là, il y a eu aussi Tagame, qui a commencé à faire, des histoires, tout publiques et très éducatives et ça voilà, ça a été une super opportunité. Et bah, voilà, on a ça nous a permis de développer cet éditorial et c'est aussi parce qu'il y a un il y a un lectorat en face qui répond qu'on peut continuer, à le faire, en fait. Parce que c'est vrai qu'en tant qu'éditeur, même si on a un engagement et on est une toute petite boîte et malgré tout, bah, il y a un moment, si tous les projets, trouvaient pas un équilibre financier, ça serait difficile. En l'occurrence, on arrive à trouver des équilibres, parfois avoir des très beaux succès et ça nous permet de pousser toujours plus loin la recherche et ouais, d'être de plus en plus pointu dans les sujets. Après, voilà, ce qui est certain, c'est que comme on est, sur bah, voilà, on achète des licences et le risque qu'on a, c'est que, bon, on a toujours le filtre de l'éditeur, japonais, de l'agent et on a parfois du mal à avoir des informations parce que je cherche de plus en plus souvent, bah, voilà, je veux des mangaka, on voice au maximum et c'est vrai que c'est difficile. Les japonais sont pas forcément dans la même compréhension des problématiques qu'on a ici et bah, du coup, j'essaye toujours de tâter le terrain. Après, j'ai plusieurs indicateurs, hein. On a des mangaka qui sont connus et identifiés, pour être très, proactifs, dans des milieux, LGBT+, comme par exemple Takako Shimura. Bon, en l'occurrence, quand on a pu publier, Éclat Yuki Kamatani, avait déjà fait, son coming out non binaire, enfin je devrais dire son coming out ex-gender, parce que Kamatani avait plutôt utilisé le terme japonais ex-gender pour dire, bah, en fait, ni l'un ni l'autre et voilà, donc après, c'est un gros travail aussi que je fais maintenant quand j'essaye de récupérer des ouvrages, c'est de me renseigner sur, bah, voilà, sur les personnes qui sont à l'origine des œuvres, pour être sûr que justement le propos sera, juste. Mmh. OK, en effet. C'était, bah, déjà, c'était extrêmement intéressant, toutes ces visions. Maintenant, je vais aller plus précisément sur l'aspect, démarche, en fait. Donc vous en avez un petit peu parlé quand même déjà, donc ça va aller plutôt vite, mais plus l'aspect, création artistique. Est-ce que vous avez fait, des recherches parfois? Donc Bruno, tu parlais un petit peu, par exemple, justement, du fait que tu essayais toi, d'aller vers des mangaka et cetera et te renseigner sur, leur situation. Ça va être un petit peu, cette question-là pour les autres en fait, hein, on a déjà répondu, heu, sur, des choix graphiques peut-être ou rédactionnels et cetera, dans l'utilisation de pronoms genrés par exemple ou non genrés justement, s'il y a eu des symboliques particulières que vous avez utilisées donc pour ces représentations, pour montrer justement, ces aspects-là. Cette fois-ci je vais commencer, comme c'était Bruno, je vais reprendre Kelsey et comme ça je redescends, dans l'ordre alphabétique. D'accord, donc plus sur, comment, je sais pas, les sujets que j'ai traités du coup, ont pu être, imbriqués avec le graphisme ou genre l'écriture ou la perception que les autres en avaient? Enfin, Oui, tout à fait, c'est ça. Parce que tu as une grosse personnalité artistique, on reconnaît très facilement, ton style, mais je présume que dedans, tu as mis effectivement des éléments symboliques. Tu as fait des choix, par exemple, peut-être de couleurs, de formes et cetera, qui avaient ouais, peut-être une symbolique pour toi et voilà, moi, je vais ouais. te faire parler de ça, Mmh. effectivement. D'accord. Ouais, bah, tout à fait, du coup, ouais, avec les lèvres gercées, en fait, le but de la mise en scène, c'était qu'on ne puisse pas voir le visage de la mère en entier, jusqu'à ce que, notre personnage principal puisse s'exprimer, en fait, réellement et que la mère, n'ait d'autre choix que de l'écouter et de se rendre compte vraiment de l'humanité de notre personnage et de la prendre en considération entièrement et en fait, on a vraiment fait le choix vraiment, conscient de centrer toute la mise en scène autour de notre personnage, ce qui fait qu'en fait, il y a presque que des scènes, en fait, où notre personnage est au centre de l'image et où la mère apparaît, soit, de dos, soit, coupée, au niveau du bas du visage,
justement lors d'une scène où elle s'emporte et où elle dit ce qu'elle pense par rapport à la transidentité de sa fille. Elle s'emporte dans une colère noire et en fait, on voulait pas l'humaniser à ce moment-là, la mère, on voulait justement se concentrer sur l'impact que les mots pouvaient avoir pour l'enfant. Donc en se concentrant sur juste, la bouche de la mère comme quelque chose de presque «monstrueux» entre guillemets, et qui en fait pour moi résonnait, avec le fait que ce genre de propos, on n'a pas forcément envie quand on est concerné, de voir, la personne qui les émet, justement au centre de la chose, mais on a plus envie d'être à la place de la personne qui reçoit, enfin en tout cas pour permettre aux spectatrices de comprendre, l'impact que ça pouvait avoir. Donc du coup voilà, c'était le parti pris qu'on avait eu dans notre film, c'était d'humaniser la mère, seulement au moment où elle ouvrait vraiment les yeux sur, l'identité réelle de sa fille. Voilà. Oui, ah super, oui, effectivement. Je vais poser la même question à Lati. Pour moi, ça va peut-être être un peu plus difficile de parler de symbolique, en fait, parce que comme je l'ai dit, comme l'identité du personnage n'est pas vraiment au centre de l'histoire, en fait, et que c'est un détail qui est traité, mais qui n'est pas le fil rouge central, j'ai pas mis tant de choses symboliques que ça, mais au niveau de l'écriture, comme c'est une nouvelle, je me suis lancée comme, entre guillemets, défi de ne pas genrer le personnage. Et c'est là qu'on se rend compte à quel point la langue française est une langue genrée et à quel point c'est difficile de pas genrer le personnage et de pas. Je voulais pas non plus utiliser l'écriture inclusive. Je voulais vraiment faire quelque chose, oui, un peu d'incognito en fait. Et donc ça a suscité des réactions assez intéressantes et assez marquantes. Où on m'a dit plusieurs fois, ah bah je me suis rendu compte seulement à la fin que ton personnage, que ton protagoniste principal n'est pas genré. Et pour moi, c'était quand même un peu une victoire parce que le but, c'était vraiment de faire en sorte que ce soit justement tellement normalisé que les lecteuristes ne fassent pas tout de suite et qu'on est vraiment dans une démarche, oui, encore une fois, je le répète souvent, de normalisation, où c'est vraiment passé assez subtilement du coup dans la langue. Et ce qui m'a fait plaisir, c'est que toutes les personnes qui ont lu le texte, soit l'ont remarqué à la fin, soit l'ont remarqué dès le départ, mais ont assuré que c'était pas du tout gênant pour la lecture, que ça passait bien, que ça rendait la chose justement d'autant plus intéressante. Et puis après, je me suis dit de toute façon, enfin, s'il y a quelqu'un qui a réussi à faire son roman sans la lettre E, je devrais être capable de faire une nouvelle. Oui, une nouvelle, effectivement, où il n'y a pas de pronom genré pour le personnage principal, en effet. Alors Mélanie, comme toi, justement, ton parcours, il est un petit peu différent. Je pense que je vais passer à la question suivante, parce que, parce que du coup, toi, justement, tu expliquais que c'était pas, que ça a été très longtemps inconscient. Et finalement, donc, ce que tu racontes dans Nous qui n'existons pas, c'est que donc, tu t'es rendu compte, en fait, que tous ces questionnements que tu avais toujours eu, finalement, étaient assez subconscients, mais qu'ils avaient influencé absolument toute ta littérature. Et aujourd'hui, donc, dans quelle mesure est-ce que tu considères tes personnages qui sont visiblement, en fait, donc codifiés sur les spectres aromantiques, asexuels et lesbiens notamment, comme des personnages qui sont représentatifs de ces identités, même si c'est pas forcément nommé, etc. Je pense qu'on est, quand on est concerné justement par ces spectres, on est susceptible d'analyser facilement ces personnages comme tels. Et du coup, toi, qu'est-ce que tu en penses et comment tu les analyses aujourd'hui et comment tu les perçois finalement maintenant? Alors ça, c'est une question qui est un petit peu complexe pour moi. J'y ai pas mal réfléchi. Depuis quelques années, je réfléchis beaucoup à toute cette part inconsciente. Je dirais qu'il y a deux choses. Je pense que j'ai écrit de toute manière comme étant une personne qui comprend pas vraiment ce que les autres vont chercher dans la recherche d'avoir une vie amoureuse, une vie sexuelle, une vie de couple. Et je pense que j'ai une vision du monde qui est profondément teintée par ça, et ça doit se ressentir, je pense, de manière inconsciente. Je repense à une éditrice avec qui j'avais travaillé et qui m'a dit des années après qu'elle avait toujours trouvé que mes personnages avaient une relation à l'amour qui était extrêmement bizarre. Elle avait perçu quelque chose avant même que je mette des mots sur ça.
Donc je pense qu'il y a de ça. Et en même temps, moi, pendant longtemps, je me suis beaucoup fixée, étant donné que je croyais, moi, que j'étais anormale et que j'avais un blocage à résoudre, je pensais que progresser pour moi, c'était m'obliger à mettre en scène justement des personnages ayant une vie sexuelle et amoureuse. Donc je me suis souvent obligée à aborder les sujets. On m'a dit qu'à quelques moments, j'ai fait illusion, et à d'autres, je pense que ça se sentait que ça ne marchait pas. Donc du coup, je pense que s'il y a quelque chose qui est typique, c'est peut-être de montrer cette espèce d'incertitude des personnages qui s'obligent peut-être sans se rendre compte qu'ils s'obligent. J'ai une nouvelle qui s'appelle La danse au bord du fleuve où, avec le recul, j'identifie clairement mon héroïne comme asexuelle, sauf que je finis par lui faire avoir une relation qui est satisfaisante pour elle. Mais je pense qu'au départ, elle se force. Et je pense qu'il y a des petits détails inconscients comme ça qui, en le relisant maintenant, sont assez évidents. Et en même temps, c'est tiraillé, étant donné que les personnages n'ont pas été écrits comme ça et que je me suis souvent obligée à les mettre en couple, justement. Donc c'est un petit peu complexe. Je pense que quelqu'un qui est concerné par le sujet et qui lit les textes, je pense, va sentir une affinité à certains moments. Oui, en effet. Tu es dans une représentation plutôt de questionnement, puisque bah, c'est ton parcours finalement un petit peu. Donc, je pense que c'est très intéressant parce que bah, du coup, la plupart des gens vont être capables effectivement de s'identifier dans une certaine mesure à ces personnages et de ressentir peut-être même la même pression finalement que tu leur as fait subir parce que tu la subissais aussi. Voilà, Euh, oui. donc, ouais, Donc, c'est super intéressant. et j'allais juste ajouter, je me suis rendu compte après coup que beaucoup de lecteurs et lectrices qui me suivaient de longue date étaient dans des cas de figure assez similaires aux miens et on ne s'en est parlé que tout récemment. Donc il y avait quelque chose, je pense, qui se sentait. Hmm. Oui, en effet, oui. Ça dévoile des choses tout à coup hein, dans l'entourage aussi, etc. C'est ce qui s'est passé quand j'ai fait ce que j'appelle maintenant mon coming out. Beaucoup de personnes autour de moi m'ont dit que qu'il ou elle était dans le même cas de figure et on n'en avait jamais parlé avant. C'est ça. Je vais poser, alors, je vais remonter cette fois-ci. Je vais poser ma question suivante à Lati. C'est un petit peu la même en soi. En gros, c'est un petit peu, est-ce qu'il t'est arrivé la même chose, donc de réaliser que eh bien, ton œuvre comportait ces représentations latentes qui étaient liées peut-être donc, soit à tes questionnements généraux donc, sur le genre ou les sexualités, ou à l'intérêt que tu éprouves pour ces questions. Est-ce que tu as eu cette même prise de conscience à un moment donné? Oui, complètement, parce que j'écris de façon très régulière depuis, on va dire, depuis le lycée. Et c'est vrai que faisaient mes camarades que je me suis rendu compte que j'avais, comme je l'ai dit au début que j'avais vraiment cette espèce de pour le genre. Et comme évidemment, à 16 ans, on n'est pas très renseigné, c'était vraiment donc le jeu de l'androgynie, du travestissement, etc. Et au fur et à mesure, je me suis dit, mais c'est vrai, pour vraiment demander pourquoi ça me travaillait autant. Et au début, je pensais que c'était par rapport à mon orientation sexuelle, mais plus j'avançais sur ces questionnements et plus je me rendais compte que c'était entre guillemets plus, enfin c'est déjà un questionnement assez profond, mais qu'il y avait encore d'autres étapes auxquelles j'avais pas encore fait attention. Et c'était en fait d'interrogation d'œuvre en œuvre en fait, où il y avait toujours un moment où j'avais un personnage qui était particulier, qui était marginalisé parce que justement il ne rentrait pas dans des catégories de genre très définies en fait. La plupart de mes personnages marginaux après, mes personnages préférés, souvent quand j'écrivais, c'était souvent des personnages qui allaient complètement à l'encontre de la question du genre, etc., qui jouaient complètement avec ces notions, soit similaires aux nôtres, soit un monde plus fantastique, mais où il y avait quand même des idées très arrêtées sur le genre. Et au fur et à mesure, quand j'ai réalisé, quand je me suis vraiment renseignée, que j'ai réalisé que justement les gender fluides et tout ce spectre existait, j'ai réalisé que toute mon œuvre, j'avais vraiment passé mon temps à parcourir le spectre, que ce soit sur les fluides, les non-binaires, enfin tout ce qui rentre vraiment dans ce spectre où on est un peu ni l'un ni l'autre ou un peu tout à la fois, ça dépend des cas de figure, à tel point que je m'étais aussi interrogée sur la transidentité, fut un temps, et beaucoup de personnes m'avaient demandé si j'étais ou si je me sentais trans parce que ça parcourait de façon, je vais pas dire maladie, mais de façon très obsessionnelle. J'y réfléchissais vraiment beaucoup, beaucoup. Et c'est à travers toute la rétrospective de mes écrits que j'ai pu faire récemment que je me suis
En fait, c'est en réétudiant ce que j'avais fait jusqu'à présent que j'ai pu comprendre où en était ma réflexion, trouver moi-même en fait. Ça m'a vraiment permis de refaire un parcours, de le retracer et de comprendre où j'en étais, tout simplement. Personne pour m'aider, personne pour le faire à ma place. J'ai dû le faire moi-même. Ça a été un long processus. Maintenant, quand je regarde rétrospectivement tout ce que j'ai fait, j'arrive à replacer chaque stade de la nouvelle justement que j'ai donnée à Ibi arrive au terme de cette réflexion, vu qu'on est sur un personnage solide qui a cette identité qui est vraiment campée et qui arrive à vivre avec indépendamment de ce que pensent les autres en fait. Donc je pense qu'au niveau de cette réflexion, cette nouvelle-là, c'est vraiment ce que j'ai pu faire de plus abouti à ce sujet-là. Oui, en effet, c'est vrai que ta nouvelle, elle est très. Bah, on a ce personnage qui est totalement libre en fait au niveau de son expression de genre et enfin, c'est un personnage absolument fascinant, en plus très assumé. Donc, ouais, c'est vrai, je vois tout à fait ce que tu veux dire par cet aboutissement. La question suivante, c'est un petit peu, alors pour le coup, c'est l'inverse pour Kelsey. Parce que toi, d'après ce que j'ai compris, ta production artistique, elle date plus d'après ces questionnements, même si je présume qu'il y a eu aussi une évolution. À quel point est-ce que tu es consciente de l'influence que ces questionnements ont eu ou ont encore aujourd'hui sur tes productions? Est-ce que c'est devenu tellement naturel parce que tu les fais absolument consciemment et parce que c'est ton cheval de bataille en fait? Ou est-ce que parfois tu réalises que tu allais un petit peu plus loin que prévu ou dans une piste en fait différente de ce que tu souhaitais faire à la base? Bah, effectivement, en fait, du coup, moi, mes questionnements sur mon genre, ils sont venus, avant que je réalise, mon film de fin d'études, Les Lèvres percées. Mais en fait, je pense que le fait de poser vraiment, une écriture, d'inventer un personnage, qui justement, allait s'affirmer à la fin du court métrage, et en fait, le fait de défendre ce personnage auprès de nos intervenants, de l'équipe pédagogique et cetera. En fait, je pense que j'ai quand même, enfin moi, ça m'a beaucoup apporté parce que du coup, j'avais l'impression de finalement apprendre à moi aussi me défendre, à ce qu'on ne me mégenre pas, alors qu'avant, par exemple, enfin, disons que j'avais posé, enfin, j'avais fait mon coming out non binaire, avant, de faire ce film, mais je laissais passer du mégenrage, je laissais passer tout ça et cetera, en me disant qu'il fallait avoir de la patience pour ça et cetera et que c'était pas grave, si c'était, si je me prenais ça ou quoi que ce soit. Et en fait, avec mon film, vu que je refusais que mon personnage soit mégenré, en fait, quand les profs ou les intervenants, en parlaient, bah, j'ai été de plus en plus, dans le fait de préserver l'intégrité de mon personnage et donc de moi-même aussi. Et du coup, je pense que même si, j'ai eu ces questionnements avant, en final, ça a été, enfin, le personnage m'a rendu plus, je sais pas, à cheval sur mon intégrité en tout cas et a fait que le fait enfin, c'est comme si ça avait rendu plus légitime, disons mon identité, par le fait de rendre concret, un projet qui en parle. Et du coup, c'est ce qui continue maintenant en fait avec mon projet de série aussi où je mets en avant du coup, plus des questions, bah, d'imbrication entre, l'antiracisme et la défense des droits et des luttes des personnes trans et non binaires. Parce que du coup, je me rends compte que c'est primordial aussi quand on a tous ces sujets-là en nous aussi de pouvoir en parler directement et du coup, bah, en fait, il y a plein de sujets actuels même que je me pose et cetera, sur l'antiracisme et toutes les spécificités qu'il y a autour par rapport au fait d'être queer et d'être racisé que je pose même dans ma série, en fait, actuellement. Parce que je suis en train de l'écrire et du coup, je vais parler de ces aspects-là, de coming out, avec, la famille, même des récupérations par rapport au pinkwashing et cetera, par rapport, à l'injonction au coming out aussi pour les personnes racisées. Enfin, j'ai disons, en fait, ma démarche, j'essaye de l'imbriquer avec enfin,
mes questionnements intérieurs, j'essaie de les imbriquer avec ma démarche, au niveau artistique et de plus en plus. Parce que je me suis rendu compte que c'était une force avec les lèvres gercées, de pouvoir, du coup me sentir plus moi-même, grâce à mon personnage et à tout ce qu'on a mis en scène autour. Et donc du coup, j'ai envie de continuer, pour ma série que ça puisse parler à d'autres personnes qui du coup, ont, ces mêmes enjeux dans leur vie et enfin voilà. Je trouve que, en fait, maintenant je peux plus m'arrêter de faire ça, enfin pour quelconque production en fait, je me dis qu'on a entre guillemets, «trop peu d'une vie» pour créer des œuvres qui parlent de ces sujets-là et qu'on a beaucoup trop de personnes pas concernées qui s'emparent de tout ça et que du coup je me dis: «Bah, en fait, j'ai une fois que j'ai passé cette étape de «vulnérabilisation» entre guillemets de moi-même» parce que c'est quand même très vulnérabilisant de parler de soi-même, à travers ses œuvres, et que je me suis forgé un petit peu autour, bah, je me dis: «J'ai envie de continuer» et je sais que ça peut faire, énormément de bien du coup, aux personnes concernées rien que pour, parler, pour elles-mêmes, et voilà, enfin, en gros. Oui, effectivement, c'est donc c'est vraiment en fait finalement ton expérience et ta bah, justement cette œuvre que tu as créée, ça t'a permis d'évoluer et je présume qu'on est toujours dans une évolution et une exploration permanente dans nos créations de toute façon, de tous Ouais. ces questionnements et je pense qu'on sera jamais on n'arrivera peut-être pas forcément à bout, mais c'est toujours un épanouissement en fait. Ouais, totalement. C'est extrêmement riche, je pense, de pouvoir, évoluer avec ses œuvres et de bah, oui, effectivement, même, comme Mélanie le disait et tout, enfin, genre de pouvoir, au final, même avec les retours des gens, qui posent sur nos œuvres ou quoi que ce soit, de pouvoir se dire qu'effectivement, enfin, genre, ça peut aussi nous-mêmes nous enrichir, nous-mêmes nous faire évoluer et cetera. Enfin, genre, je pense que c'est très précieux comme, démarche. Alors maintenant, je vais poser ma question à Bruno. Ça va être un petit peu différent vu qu'effectivement, tu es éditeur. Je pense que tu as déjà parlé du fait que tu avais choisi cette ligne éditoriale pour, bah, parce qu'en fait, là, il y avait des choses qui t'avaient touché quand tu as parlé donc des manifestations en France il y a quelques années, et cetera. Hem, Est-ce que c'était aussi un constat quand même qu'il y avait une niche à conquérir, tant qu'à faire? Ou est-ce que vraiment c'était juste dans cet objectif personnel? Et alors, qu'est-ce que ça t'a alors tu parlais un petit peu, tout à l'heure de réaction de lectorat. Qu'est-ce que ça t'a apporté d'une part à toi et au lectorat d'Akata, donc avec, son évolution et cetera? Et aussi, est-ce que tu as peut-être des anecdotes à raconter sur, la façon dont les autoristes que tu publies ont pu vivre tout ça et l'intégrer dans leurs histoires? Je pense à Romantic Love Story, notamment, hem et c'est à peu près sûr que l'autrice qui est derrière, est concernée par ce qu'elle raconte. Enfin, pour moi, c'est une Ça évidence. paraît évident, ouais. Après, Voilà. c'est une question très large, hein. Oui, C'est tu une peux un question petit très peu, large, mais attends, je suis un peu perdu. C'était, d'abord ouais, est-ce qu'on a vu une niche? En fait, enfin, je réfléchis pas trop en termes de est-ce qu'il y a, une niche à prendre? Après évidemment, il faut qu'on trouve un équilibre financier, mais si j'avais envie, de faire de l'édition pour faire de l'argent, je serais pas chez Akata, j'aurais été dans une autre boîte, où en fait, j'aurais fait des mangas différemment et ça aurait bon, c'est facile, c'est toujours compliqué de dire c'est facile de faire de l'argent avec des mangas parce que, bah, voilà, faut avoir la structure qui permet de le faire, mais voilà, je réfléchis pas d'abord en termes de: «Il y a une niche à prendre, je vais aller faire des mangas pour cette niche-là». Je réfléchis: «Est-ce que ce livre, j'ai envie de le partager? Est-ce qu'il va apporter des choses aux gens?» Et si j'estime qu'il peut apporter quelque chose aux gens, la question, ça va plutôt être: comment faire pour le présenter et comment faire pour qu'il aille trouver, les gens qui ont besoin de le lire? Donc c'est plutôt la démarche inverse. On va trouver des ouvrages, bah, voilà, qui nous touchent, qui nous parlent, qu'on trouve importants et qui vont pouvoir être un soutien émotionnel, affectif ou remuer et dire: «Bah, voilà, comment on va réussir à atteindre les gens?» Après, bah, voilà, c'est plutôt dans ce sens-là qu'on fait la démarche, hein. De toute façon, moi, bon, enfin, je parle pas souvent de moi parce que je préfère laisser parler les œuvres, généralement. Mais c'est vrai que les mangas et globalement la culture, ça a été un gros soutien, pour moi à l'adolescence et j'aurais pas eu les mangas et j'aurais pas eu la culture, je sais pas où j'aurais atterri et heu et voilà, donc j'ai eu envie de rendre ça, bah, voilà, de la même manière assez naturellement, hein et c'est pour ça qu'on fait des mangas,
qui sont ceux qu'on fait. Après, des anecdotes, ouais, il y en a plein. Il y a des belles rencontres, il y a des sales rencontres aussi, hein, parce qu'effectivement, on a des haters aujourd'hui, parce qu'on revendique notre éditorial, parce qu'on revendique le fait qu'on veut utiliser le mot autrice, parce que, quand on a des auteurs, bah, voilà, qui font des coming out non binaires, on le dit, et donc on a des haters qui boycottent nos ouvrages, parce que, bah, voilà, on a cet engagement éditorial-là et qui du coup vont même pas, mais qui vont boycotter aussi nos ouvrages, qu'on va dire, bah, voilà, avec des auteurs, hétéros qui parlent d'autres sujets, bah, même ça, ils vont pas aller les acheter. Bah, c'est comme ça, hein, mais c'est un engagement, qu'on a pris et on sait comment est la société. On n'a pas le choix de toute façon que de faire avec, et voilà. Après, typiquement, je pense que sur Aromantic Love Story, évidemment là, je sais pas, j'ai pas réussi à avoir d'informations parce que même au Japon, ils utilisent pas les termes aromantique et asexuel. Ils ont des mots japonais, en fait. Ils ont le terme musei ai et ils ont le terme, ils disent non sexuel et en fait, c'est des termes qui sont pas du tout les mêmes que chez nous et la notion d'aromantisme et la notion, d'asexualité sont pas séparées et elles sont souvent, mises ensemble au Japon. Donc ça a été un peu compliqué là-dessus et même quand on a dû expliquer, à l'éditeur japonais, le titre, ils ont dit: «Ah mais, aromantique, qu'est-ce que c'est?» Et donc j'ai dû utiliser les mots japonais. Après dans les anecdotes, bon, si on peut se permettre d'en rire, c'est que quand on a fait ce livre-là dans les bases de données, bah, des distributeurs, des diffuseurs et des sites de vente en ligne, ça a été changé. Ils ont pas mis, le mot aromantique, ils ont mis aromatique parce qu'ils comprenaient pas le mot aromantique. Donc il a fallu que je fasse des mails, à tous les réseaux de distribution et de diffusion pour qu'ils corrigent et que ça reste pas aromatique, non, parce que c'était pas une histoire, qui parlait de, bah, voilà, d'aromathérapie ou ce genre de choses. Après, on a des belles rencontres, on a des ouvrages, ouais, ouais, en salon, j'ai eu une fois un jeune, bah, qui passait au salon du livre, et qui avait fait juste son coming out, à sa mère et ça se passait pas très bien et qui du coup cherchait, en fait, il cherchait pas, pour lui, mais il cherchait plutôt, pour sa mère, comment pouvoir discuter, installer un dialogue, avec sa mère et du coup, ben, il est reparti avec des mangas, sur notre stand pour offrir à sa mère et essayer de pouvoir, bah, voilà, expliquer des choses, peut-être à travers une fiction, bah, voilà, en l'occurrence, c'était le mari de mon frère parce que là où l'ouvrage est bien foutu, c'est que comme il est placé du point de vue du personnage hétéro, ça permet, peut-être à un public, bah, qui est pas, concerné de pouvoir avoir une porte d'entrée, heu, parce qu'il aurait des réactions, d'homophobie, passive de la même manière que le héros et je pense que par effet de miroir, voilà, ça peut être très utile. Après, les auteurs, on a peu de retours, bah, en l'occurrence sauf Tagamé, parce que Tagamé, voilà, c'est quelqu'un qui est plus, clairement militant, engagé et ouvert sur sa démarche et qui a des rapports particuliers avec la France aussi. Donc c'est vrai qu'il a été touché, par la démarche, bah, voilà, qu'il y a eu globalement en France, et le succès qu'il y a eu sur Le mari de mon frère. Voilà. Je ne sais pas si ça répond à la question. Tout à fait, oui, c'est très bien répondu. Donc c'était ouais, c'était parfait. Alors à la base, je voulais vous demander s'il y avait eu des réactions marquantes, positives ou négatives, mais en fait, finalement, vous en avez un petit peu parlé tout du long de cette table ronde. Donc je pense que je vais aller directement, comme il nous reste une petite dizaine de minutes, vers, une dernière question. Parce qu'on a parlé énormément, eh bien, d'identité, et de sexualité invisibilisée, mais du coup, est-ce que vous avez, une identité ou une sexualité invisibilisée en particulier dont vous avez envie de parler légèrement, faire un petit mot, dire un petit mot, défaire un mythe? On vient parler de par exemple, moi j'avoue que ça m'a beaucoup fait rire cette histoire d'aromatique parce que, c'est un gag qu'on retrouve dans les communautés aromantiques justement. On fait beaucoup de jeux de mots avec ça. Et ben ça peut être justement quelque chose comme ça. On peut peut-être dire un petit mot justement sur une identité en particulier. Et voilà, défaire des mythes en fait, juste une petite anecdote peut-être, ou voilà, par exemple aromantique, aromatique ou des choses comme ça, si vous voulez, pour terminer. Du coup, je sais pas à qui tu veux donner la parole ou quoi. Enfin, je Je t'en prie, vas-y. Tu as l'air. Ouais, moi, du coup, je pense qu'avec, là, pour mon film de fin d'études, en fait, j'ai parlé d'une jeune fille trans, et du coup, j'ai pas spécifié dedans si, elle était non binaire ou
ou pas non-binaires. Et en fait, avec la série que je développe, j'ai justement plus envie d'en parler. Et donc, parmi les 4 protagonistes, puisque ça va être des portraits croisés, j'ai vraiment envie que ça puisse avoir une certaine place dedans. Parce que je me rends compte que dans le panel de ce qui existe, déjà, la plupart du temps, c'est fait par des personnes cisgenres, mais pour la question de la non-binarité, c'est souvent très omis. Et donc du coup, ça m'intéresse vraiment d'en parler et aussi de parler d'injonctions parfois à la transition médicale ou quoi que ce soit, le fait que du coup, j'ai envie d'insister sur le fait que ça ne décrédibilise pas une identité de genre, si il n'y a pas tout un parcours typique, etc. Et du coup, j'ai envie que mes personnages puissent avoir des conversations là-dessus et puissent être vraiment dans la nuance et que il y ait des personnes trans de différentes générations aussi qui ont évolué. Avec des vécus différents et des contextes différents et qui du coup se confrontent aussi les uns aux autres du coup par rapport à ça, par rapport à c'est quelque chose que j'avais bien aimé aussi dans Gender Revolution, A Journey with Cathy Couric, qu'à la fin il y ait un dialogue entre deux personnes trans de générations différentes et une personne qui se définissait comme femme trans non genderqueer et avec une personne qui était une femme trans qui avait dû grandir dans les années 70-80, donc vraiment qui avait cette espèce d'injonction au paraître extrêmement féminin, etc., pour pouvoir être considérée par la société comme femme. Et j'ai vraiment envie de pouvoir parler un peu de ce dialogue intergénérationnel, de ces questions-là, et de démystifier un peu vraiment l'injonction à la transition sous tous ses aspects. Et voilà. Et donc concentrer une bonne partie sur un personnage qui découvre sa non-binarité, qui essaye de l'affirmer, voilà, d'utiliser, de tester des pronoms, et voilà, et au contact de personnes trans de générations différentes. Voilà, voilà. Moi, je suis peut-être. Pardon. Je veux Vas-y. dire, j'ai pas forcément une anecdote, mais plus une remarque que je me faisais sur cette question d'idées reçues à démonter. Sur les sujets qui me concernent, je suis frappée à quel point c'est un sujet qui est encore assez mal connu du grand public et à quel point on doit encore démonter des choses classiques comme pour les femmes, la caricature de la vieille fille. On a la caricature de la femme frigide, il y a tous ces trucs-là qui sont encore très, très, très présents. Et à quel point, en fait, ce qu'il faut expliquer aux gens, c'est qu'on n'est pas malheureux ou malheureuse comme ça. Et ce qui me frappe, c'est que je me suis retrouvée à expliquer aux gens que non, c'est pas, je suis pas du tout en frustration de ne pas vivre en couple. Ce qui me rend malheureuse, moi, c'est si on essaie de me dire que je dois l'être. Et du coup, je me suis retrouvée dans des situations où, par exemple, reprenant contact avec des élèves de mon ancienne fac 20 ans après, qui commencent tous à se raconter ce qu'ils ont fait dans leur vie et qui commencent à parler de leur mari, leurs enfants, etc. J'ai un peu coupé l'herbe sous le pied de ce truc-là en disant, voilà, moi je fais ça, ça et ça, et je vis seule, mais c'est par choix et ça me va très bien. Et à quel point on est obligé finalement de devancer parce que la réaction en face, ça va souvent être de dire, mais c'est dommage que tu renonces à ça. Et ça reste encore compliqué de faire comprendre que c'est pas un renoncement et qu'en fait, ça peut être un épanouissement. On en est encore là, en fait, j'ai l'impression. Tout à fait, oui. Malheureusement, il y a encore beaucoup de travail. On a une société dans laquelle malheureusement, c'est le seul épanouissement possible aux yeux de la société. C'est cette vie de couple, c'est avoir des enfants, etc. Et voilà. Et sans parler effectivement du fait que si une personne est toute seule, on va forcément considérer qu'elle est malheureuse, alors que j'avoue qu'en lisant ton essai, je me suis beaucoup retrouvée dans les questions justement de personnes qui disaient oh là là, mais tu dois être si triste, etc. Ça te manque pas la compagnie et tout. Et moi, ça m'avait vraiment beaucoup parlé aussi parce que je pense qu'on est énormément de personnes en fait à subir cette pression, à vouloir lutter contre ça en disant mais non, mais ça me va comme ça suffit, Pas comme ça, oui. vous savez pas comment je ressens les choses. On sait qu'il y a des gens qui souffrent de ça. Oui, je t'en prie. Bien sûr, vas-y. Particulièrement, j'ai tendance à m'amuser beaucoup de l'image de la vieille fille à chat parce que voilà, en blaguant, en disant voilà, j'ai 43 ans, je vis seule et en plus je vis seule avec un chat. Et j'ai tendance à beaucoup prendre cette image-là pour la retourner parce que tellement c'est une caricature. Je suis la première à blaguer sur le fait que je vis seule avec un chat. C'est quelque chose qui est devenu une blague récurrente en fait. Oui, c'est de plus en plus assumé en plus d'ailleurs. On voit beaucoup de personnes qui se revendiquent
cat lady finalement avec Voilà. cet aspect-là. Donc on a quand même on commence à avoir un épanouissement à ce niveau-là quand même et des choses qui sortent à ce niveau-là. Lati, est-ce qu'il y a quelque chose que tu veux ajouter peut-être? Ouais, oui, oui, je vais sauter dans le wagon moi aussi. Je vais essayer de faire bref, mais j'aimerais remercier les parce que c'était très enrichissant de tous vous écouter. Kelsey et Mélanie, vous faites vraiment des choses qui sont super intéressantes, donc je serais curieuse de voir tout ça plus tard parce que ça a vraiment attisé ma curiosité, donc j'ai un œil. Et par rapport à Bruno et les éditions Akata, bah, je suis très très fan des éditions Akata. J'ai beaucoup de mangas Akata dans ma bibliothèque. Votre nouvelle ligne éditoriale, enfin, tu disais que si tu n'avais pas eu les mangas à certaines périodes de certaines œuvres entre les mains à des moments clés de ma vie, ça n'aurait pas été comme justement le mari de mon frère ou celle que je suis qui sont intervenus à des moments vraiment clés de ma vie et qui m'ont vraiment aidé. Donc si cette puissance marche, bah, c'est réussi en tout cas pour moi. Est-ce que Lati, tu avais fini ou est-ce que tu as un petit souci de micro? En fait, voilà, tout simplement. Juste dire que c'est normal en fait, que c'est normal et que pardon. Non, Tu c'est entends parce que mieux? ouais, tu sautes beaucoup. Essaye de redire ta phrase avant ce que tu disais, au moment où tu disais que c'est normal. Juste Ah, avant, on pardon, n'a pas oui. entendu cette partie. On t'a perdu totalement. Dire Est-ce à que tu propos veux, des est-ce que tu personnes non veux, binaires et qu'en fait, il faut que les gens pas concernés arrêtent d'être dans une part de personne se justifient. Expliquer notre histoire, justifier notre parcours. Et en fait, il faut qu'on n'a plus à être aujourd'hui, en 2020, dans une démarche où on doit faire des dissertations pour expliquer notre résistance et où on se place au niveau du genre. En fait, il y a un moment où c'est en fait c'est pas normal ou je veux pas comprendre. On ne devrait plus être en fait dans une démarche insérer explicative, éducative, aussi d'être incompréhensif. Il y a un moment en fait où c'est aux autres de faire la démarche, de se dire bah, en fait c'est peut-être une minorité, c'est peut-être invisible, mais on existe et c'est normal. Et on ne devrait pas en fait tous les jours avoir faire un nouveau coming out ou une éducation pour être crédible aux yeux des gens. En fait. Voilà. ouais, tout à fait. Mais j'espère que, en tout cas, toutes ces magnifiques œuvres de fiction qui sont soit créées, soit éditées, etc., vont permettre eh bien une évolution à ce niveau-là justement et une normalisation en fait, et notamment sur ces identités et sexualités qui sont bah, beaucoup moins souvent évoquées. Mais bon, le fait qu'on soit quand même en train d'en parler aujourd'hui, en fait, lors de cette convention, ça veut dire qu'il commence à y avoir un petit peu, d'une part, une prise de conscience, et puis bah, d'autre part, justement, une diffusion de ces œuvres. Donc, bah, on va continuer comme ça. Hein. Merci beaucoup à toutes les personnes qui sont Est-ce venues que sur je le plateau. peux, est-ce que je peux, Merci. en fait, il y a un truc moi enfin qui m'interroge beaucoup parce que en fait, on publie des mangas et voilà, les gens beaucoup oublient que les mangas ils viennent du Japon. Et c'est vrai que des fois, ça m'interroge beaucoup parce que surtout, sur les réseaux sociaux et tout, bon, je pense qu'on a tous vu ça, mais tous ces pépés mangas, qui ont des propos, bah, voilà, racistes, sexistes, homophobes, c'est quelque chose qui m'intrigue beaucoup parce que c'est des gens qui vont s'approprier des œuvres qui viennent, d'un autre pays. Bon alors, le Japon, c'est un pays, bon, qui a fait la colonisation et bon, qui s'est pas toujours très bien comporté, mais c'est un pays qui est quand même, un autre pays avec une autre culture et ouais, en fait, je voudrais quand même rappeler que les personnages, dans beaucoup de mangas, c'est des personnages asiatiques à la base et voilà, quand je voulais enfin, quand j'ai entendu Kelsey aussi qui parlait, des questions de voilà, d'injonction à la transition, tout ce genre de choses. C'est vrai que je me demande toujours dans quelle mesure ça, voilà, tout ça, c'est pas lié aussi au capitalisme et au colonialisme, en fait et même dans les questions de couple. En fait, pourquoi le couple, c'est le modèle qui fonctionne dans la société? C'est parce que c'est la production d'enfants, pour produire, pour la consommation
Et voilà, pareil, toutes ces questions d'homophobie et de transphobie, en Asie, elles arrivent beaucoup avec la colonisation, en fait. Et avant, dans les cultures traditionnelles, on n'avait pas forcément, enfin, bon, il y a beaucoup de recherches à faire et il y a une déconnexion et je pense que pour toutes les personnes qui sont issues de l'immigration, c'est des choses qui sont, vachement essentielles et on se pose des questions là-dessus. Mais en fait, voilà, moi, j'ai beaucoup envie d'aller explorer dans l'éditorial, si on peut, des œuvres qui vont aller dans l'historique un peu du Japon. On va commencer à essayer de le faire parce que je suis persuadé que toutes ces questions de transphobie et d'homophobie, elles se sont, en Asie, exacerbées à cause de la colonisation et que tout ça, c'est aussi lié au capitalisme et voilà, Complètement d'accord. voilà. Oui, tout à fait. Je pense qu'on a encore beaucoup de choses à diffuser et à découvrir ou redécouvrir, en fait, avec des visions différentes de cette vision effectivement très occidentale en général des choses. Et je pense que peut-être à une autre occasion, on pourra parler de ça sur une autre table ronde, s'il y a une deuxième White Books, par exemple, pourquoi pas. Ça pourrait être un sujet. Merci beaucoup à tout le monde. Merci pour vos commentaires. C'était extrêmement intéressant. Je suis ravie d'avoir fait cette table ronde avec vous. Puis je pense que je peux vous souhaiter une bonne suite de convention. Et Merci Merci. pour, ouais, merci pour Merci. l'animation. Merci à tout le monde pour les interventions. C'était vraiment très, très enrichissant. C'est frustrant, en fait, d'être derrière les écrans. Oui, un peu. Merci beaucoup. Continuez à Merci. discuter pour information. Hein, vous avez dans Discussion Discord, dans Discord de Whitebooks, vous avez un salon qui s'appelle After Sandwich. Et donc, si vous D'accord. voulez discuter de ça un petit peu avec d'autres personnes qui sont intéressées, peut-être vous pouvez aller dedans. Je vois qu'il y a des personnes qui ont déjà commencé à Voilà. discuter dedans. Moi, D'accord. je vais pas pouvoir, j'ai une autre rencontre, mais je regrette bien. Oui, c'est ça. Donc il y a l'after, mais il y a aussi effectivement pour Mélanie, toi tu vas sur tout de suite donc une discussion sur Discord qui s'appelle Qu'est-ce que ça change d'écrire de la non-fiction? Donc pour les personnes Voilà. intéressées, c'est par là. Et tout de suite sur le Twitch, donc on va passer à des annonces exclusives et de Fantastic Queer et des éditions Voyelles. Comment on quitte? Je suis désolé. Oui. Je vois que quelqu'un va faire